Bienvenue sur le podcast Français clair avec Elka. Allez, on commence. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un concept qui semble vraiment définir la France. L'art de vivre, Ah oui, c'est une expression qu'on voit partout. partout. Des magazines de voyage aux boîtes de biscuits. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire en 2025? Est-ce que c'est une réalité que les gens vivent au quotidien ou, ou juste un mythe pour touristes? Bah, c'est la grande question, quoi. Et pour tenter d'y répondre, on a un ensemble de sources assez éclectiques. C'est-à-dire? D'un côté, on a des textes qui nous plongent dans les salons des XVIIe et XVIIIe siècles, à la naissance de l'art de la conversation, de l'autre, des guides de savoir-vivre très actuels. D'accord. Mais le plus percutant, je pense, ce sont ces témoignages d'expatriés français qui reviennent au pays après 10 ou 15 ans et qui livrent un regard sans concession. Ah oui, le choc du retour. Exactement. Et pour lier tout ça, on a des analyses sociologiques sur ce que les Français recherchent vraiment dans leur sortie culturelle. D'accord, donc l'idée, c'est de confronter le mythe à la réalité. On va partir de l'image d'Épinal, hein, cette France des Lumières, Du raffinement, oui. pour voir ce qu'il en reste face au choc du quotidien moderne, avec ses frustrations et ses contradictions. C'est un sacré programme. Alors, commençons par les fondations de ce mythe. Les sources nous ramènent au XVIIe et XVIIIe siècle, décrit comme un âge d'or. On parle de l'art de la conversation. Qu'est-ce que ça avait de si particulier? Ce n'était pas juste des gens qui discutaient. Non, c'était bien plus que ça. En fait, c'était une performance sociale, une pratique considérée comme un des fleurons de la culture classique française. Une performance? Oui, le but n'était absolument pas de débattre pour prouver qu'on avait raison ou d'échanger des infos brutes. L'objectif était esthétique et hédoniste. Il fallait que l'échange soit beau et agréable. D'accord. Il y a une citation de Saint-Évremont qui résume tout. Dans ces conversations, l'air brillant y était préférable aux raisons. Le style, le plaisir, l'élégance primaient sur la pure rationalité. Un jus social très codifié, donc. J'imagine que si on ne maîtrisait pas les codes, on était très vite mis sur la touche. Ce n'était pas incroyablement excluant. Vous mettez le doigt sur un point essentiel. C'était un outil de distinction sociale redoutable. Tout reposait sur l'idéal de l'honnête homme. L'honnête homme. Ce n'était pas un spécialiste pointu, mais plutôt un généraliste cultivé, capable de converser sur n'importe quel sujet avec aisance, sans jamais paraître pédant. L'objectif, c'était pas de prouver son savoir, mais de rendre la conversation agréable pour tous. C'est l'art de la modestie savante. Une modestie très calculée, j'imagine. Quelles étaient les règles de ce jeu? Les maîtres mots étaient bon goût, galanterie, bel esprit. Il fallait savoir plaire et complaire. D'accord. Concrètement, ça voulait dire badiner, passer d'un sujet à l'autre avec grâce et légèreté. Une description de l'époque compare les bons causeurs à des abeilles qui rencontraient en leur chemin diverses sortes de fleurs. On butine, on ne s'appesantit pas. Voilà. Et surtout, on évite les sujets trop sérieux, trop techniques ou qui pourraient mener à un conflit ouvert. L'harmonie du moment était sacrée. C'est fascinant parce que cette idée d'éviter le conflit pour préserver l'harmonie sociale, ça me semble très familier. C'est un peu l'ancêtre de la fameuse règle. On ne parle pas de politique ou de religion à table, non? C'est exactement ça. On voit une filiation directe dans les codes du savoir-vivre contemporain décrits dans nos sources. Ce sont des rituels conçus pour huiler les relations sociales. Comme Prenez le dîner. On n'arrive jamais à l'heure. Il y a le fameux quart d'heure de politesse. C'est un code qui signifie qu'on n'est pas un mort de faim et qu'on respecte l'autre. et le rituel de la salutation, la bise, la poignée de main, c'est une chorégraphie sociale qui semble parfois incroyablement complexe pour les non-initiés. Tout à fait. Et pendant le repas, qui est lui-même un long rituel, apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, On n'en finit plus. les sources contemporaines conseillent toujours d'éviter les sujets qui fâchent. En revanche, il y a un sujet roi qui met tout le monde d'accord, la nourriture. Parler de gastronomie, c'est le terrain d'entente par excellence. La passion nationale qui rassemble. Voilà, Donc si on résume cette première partie, on a ce tableau idéal, presque une carte postale, d'une France harmonieuse, raffinée. chorégraphié. Chorégraphiée, oui, pour maximiser le plaisir et minimiser les frictions, c'est l'image que le monde entier de la France. Mais j'imagine que les témoignages des expatriés qui rentrent au pays viennent sérieusement écorner cette image, n'est-ce pas? Écorné est un mot faible. Pour beaucoup, c'est un véritable choc, une collision frontale entre le souvenir idéalisé et la réalité. Ce qui est frappant dans ces témoignages, c'est la violence des mots utilisés. C'est-à-dire, Les critiques sont acerbes.
On lit un sentiment de déclin général, une lassitude. Attendez, il y a une citation qui m'a marqué. Un des intervenants qualifie la France de pays du tiers-monde. C'est d'une violence inouïe, on sent que ça vient de loin. Et souvent, ça commence par la confrontation avec l'administration. Le fameux choc administratif. Exactement. Le premier mur auquel il se heurte, c'est la bureaucratie. Elle est décrite comme un cauchemar kafkaïen, basé sur l'envoi de multiples papiers par courrier à une époque où tout se fait en ligne dans beaucoup d'autres pays. Cette lourdeur est vue comme un symptôme, j'imagine. Oui, un symptôme d'un mal plus profond. Un pays qui a du mal à se moderniser. Et au-delà de la paperasse, il y a le coût de la vie. Oui, c'est le deuxième point de friction majeur. Un coût de la vie jugé exorbitant pour une qualité de service perçue comme médiocre. Ah oui. Que ce soit dans les commerces, les transports ou les services publics, beaucoup décrivent un sentiment de dégradation, l'impression de payer très cher pour quelque chose qui ne fonctionne pas si bien. La critique des services publics, notamment la santé et l'éducation. Qui étaient des piliers de la fierté française. Justement, elle est particulièrement vive. Et puis, il y a l'aspect humain. Là, on est loin de l'art de plaire et complaire, des salons du XVIIIe siècle. On en est à l'opposé carrément. C'est peut-être le choc le plus douloureux. Beaucoup décrivent une mentalité qu'ils jugent négative, râleuse, parfois agressive. Le fameux cliché. Le fameux cliché du français qui se plaint tout le temps, est vécu par ses revenants comme une réalité épuisante au quotidien. Ils quittent des pays souvent plus optimistes. Ou en tout cas, moins dans la plainte. Voilà. Et se retrouvent face à une sorte de négativité ambiante qui les pèse. Le tableau est sombre. Mais pourtant, ils sont revenus. S'ils sont venus, c'est qu'il y a bien quelque chose qui leur a manqué. Tout ne peut pas être négatif. Non, et c'est là qu'on touche à toute la complexité et l'ambivalence de la situation. Les mêmes personnes qui dressent ce portrait au vitriol sont les premières à dire ce qui les a fait revenir. Et alors, c'est quoi? Le point qui revient absolument partout, c'est la proximité avec la famille et les amis. C'est décrit comme quelque chose qui n'a pas de prix. Ce lien social, profond, authentique, semble être le pilier qui résiste à toutes les critiques. Le fameux lien social. Au fond, c'est peut-être ça le cœur de l'art de vivre plus que les belles manières. C'est une excellente lecture. Et à côté de ça, on retrouve des éléments plus classiques. La fameuse douceur de vivre est souvent mentionnée. Ah, la voilà. Mais, et c'est intéressant, elle est presque toujours associée à la province, loin de l'agitation des grandes villes, comme si cet art de vivre ne pouvait s'épanouir qu'en dehors des centres névralgiques du stress. Et le reste? La culture, la nourriture. Bien sûr, la beauté du pays, l'accès à l'histoire, à la culture, et sans surprise, la nourriture. Le plaisir de bien manger reste un acquis incontestable. Il y a aussi un point surprenant. Malgré les critiques sur les services publics, le système social français est souvent vu positivement, non? Oui, avec du recul, beaucoup. Surtout ceux qui reviennent des États-Unis parlent d'un bon rapport qualité-prix. C'est étonnant. Malgré ses défauts, le système de santé, les aides, le système éducatif public, tout ça constitue un filet de sécurité qui n'existe pas ailleurs. Ils critiquent son fonctionnement, mais reconnaissent la valeur du modèle. D'accord, on a donc deux Frances qui semblent coexister. D'un côté, une France rêvée, celle du lien social, de la gastronomie, de la douceur de vivre provinciale. De l'autre, une France subie, celle du stress, de la bureaucratie, de la plainte permanente. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux visions? Une des sources propose une clé de lecture intéressante en utilisant les concepts de slow life et de fast life. Ah oui, L'art de vivre idéalisé, hérité de l'histoire, c'est l'éloge de la slow life. Prendre le temps pour un long repas, pour une conversation, savourer l'instant. Les plaintes des expatriés, elles, décrivent parfaitement les affres d'une fast life stressante et inefficace. et cette dualité serait avant tout géographique. La fast life pour les métropoles et la slow life pour la campagne. Ça me paraît un peu simple comme division. On peut trouver des moments de slow life à Paris et être terriblement stressé dans une petite ville, non? C'est vrai, la division n'est pas si nette, mais c'est l'idée générale qui est avancée. Une fracture entre le rythme effréné, la pollution, le stress des grandes agglomérations et un rythme plus humain, plus accessible à la campagne. D'accord. L'article utilise une métaphore amusante. Les Français seraient un croisement entre un lapin blanc et une tortue. J'aime bien ça. Toujours pressés comme le lapin d'Alice, mais rêvant secrètement de ralentir comme la tortue de la fable. C'est une bonne image. Mais peut-être que la clé n'est pas tant où les gens vivent, mais c'est qu'ils recherchent pour échapper à cette fast life. Justement.
Et c'est là qu'une autre de nos sources devient passionnante, parce qu'elle analyse pourquoi les Français recherchent ces sorties culturelles. Et apparemment, il n'y a pas une seule raison, mais plusieurs motivations profondes. Exactement. L'étude identifie 4 grandes familles d'expériences recherchées. La première, c'est l'expérience intéressante. Classique. C'est la quête pure de savoir, de découverte intellectuelle. On va au musée pour apprendre, pour comprendre une période de l'histoire, pour décrypter une œuvre d'art. C'est une démarche très cérébrale. La dimension d'élévation intellectuelle de la culture. Mais est-ce que ça concerne tout le monde? Ou L'étude ne le détaille pas par catégorie sociale, mais suggère que c'est souvent lié à un certain capital culturel préexistant. Mais ce qui est fascinant, c'est que la deuxième motivation, l'expérience sympa, vient complètement casser ce modèle. ah, l'expérience sympa. Là, c'est le festival de musique, le concert en plein air, c'est ça? Précisément, c'est un moment avant tout festif et convivial qui engage le corps et les sens. Le but n'est pas d'analyser, mais de ressentir, de vibrer, de danser. C'est l'art de la fête à l'état pur. On passe de la tête au corps. Voilà, de l'enrichissement intellectuel à l'épanouissement sensoriel. Et la troisième motivation? La troisième, c'est l'expérience de partage. Et là, ce qui prime, ce n'est pas le contenu de la sortie, mais la compagnie. Le lien social est la priorité absolue. On va voir un film, mais c'est surtout pour être ensemble. C'est ça. On sort pour passer un moment avec ses proches, pour partager une émotion, pour renforcer les relations. Le prétexte culturel sert à nourrir le lien affectif. Et ça fait directement écho à ce que les expatriés regrettaient le plus. Le lien avec la famille et les amis. C'est peut-être ça le véritable moteur. Absolument. Ça montre que ce besoin de connexion est fondamental. Et enfin, il y a la quatrième motivation, l'expérience d'évasion. S'échapper. Oui, s'échapper du quotidien, de la routine, des problèmes. On va au cinéma pour, comme le dit un témoignage, être captivé et hors du réel. C'est une bulle, une parenthèse qui permet de mettre la vie de tous les jours à distance. Une sorte de mécanisme de survie face à la fast life dont on parlait. Si le quotidien est stressant, on a un besoin vital de s'en évader, même pour 2 heures. C'est tout à fait ça. Et ces 4 motivations, apprendre, ressentir, partager, s'évader, montrent que l'art de vivre aujourd'hui n'est pas une pratique monolithique et codifiée comme au XVIIIe siècle. C'est un ensemble de stratégies pour trouver du sens et du plaisir. Quand on met tous les morceaux ensemble, c'est assez vertigineux. On est parti de l'art de la conversation, poli, historique, presque un ballet social. Pour atterrir dans les réalités très concrètes de la France d'aujourd'hui. Exactement, avec ses frustrations et son besoin d'évasion. Ce fameux art de vivre, finalement, ce n'est pas une seule chose. C'est à la fois un idéal qu'on chérit et une lutte de tous les jours. C'est une tension permanente. Il y a cet héritage culturel très fort qui valorise le temps long, le plaisir partagé. Et en face, il y a les pressions d'un monde qui va de plus en plus vite. Et de plus en plus stressant. Mais le fait que les gens continuent de chercher activement ces expériences, pour des raisons si diverses, montre que l'aspiration à cet art de vivre est toujours bien vivante. Ils le réinventent constamment, que ce soit pour se nourrir l'esprit, faire la fête, resserrer les liens, ou simplement souffler un peu. Et tout ça soulève une dernière question, une piste de réflexion pour conclure. L'art de la conversation, classique, tout comme le savoir-vivre, reposait sur une idée centrale. L'évitement des sujets qui fâchent pour préserver l'harmonie. Oui, Dans notre monde actuel, qui est extrêmement polarisé, où les débats sur la politique, la société sont partout et sont nécessaires, ce modèle est-il encore pertinent? Ou est-ce que cette quête d'harmonie à tout prix n'est pas devenue une forme d'évasion qui nous empêche collectivement de débattre des vrais problèmes? c'est une excellente. Et si tu veux continuer à progresser en français, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Français clair avec LK. À très vite pour le prochain épisode.